Mardi et mercredi à 15. Ouais. Et Comme ça, au moins, je comme il suis y a, installé, le siège est comme il y chauffé. a Franck Manodon qui est passé, qui écrit. Oui, c'est ça, ouais, il me semble bien. Ouais. Ah oui, Ouais, ouais. il était Nicolas, génial celui-là. Nicolas Vert, on va dire. Nicolas Vert. Et lui, je crois, c'est lui qui était l'historien, lui. Animé par Louise Antoine, je sais plus ce que c'est. Et après, on a Cathy, ça c'est un film. Et À après, quelle heure film 16h30. Donc on enchaîne avec. 2 Là, heures. c'est un 43 minutes. C'est 18h30, on a 20 minutes, quand même, ça va. Par contre, là, on a beaucoup de temps. Si, si, on a une autre. Ah, il y en a une autre, ah, voilà, oui, excuse-moi. 14h30, Ici aussi. 16h30. Salut, ça va et On va toi? peut-être avoir une heure. C'est la grande salle. Ouais, Et là, on c'est est ça. après ça, on est à la salle Fellini. Après l'autre, on est à la salle Tati, 80 places. C'est laquelle c'est la Ok, Tati. Je crois que c'est une ouais, dans le film. oui, c'est ça. Hier, on était à Aquitaine. Alors l'autre, c'est celle que j'aime pas. Ouais, Il y a 82 places, non, celle qui c'est comme ça, il y en a deux. ok, Donc c'est ça, Laura, elle a dit, chercher. ok, carrément. Ok, super, ça marche. C'est là. Ok, on va se faire ça, ça va. Ouais, ça va, ça va. Comment? Les deux. À quelle salle? Ici, Avant qu'on me rappelle. je pense que c'est ce Oui, que je parce que regarde. c'est lui, Oui, c'est ça. c'est lui qui a. Quand on nous on a fait la chanson, c'est une dame qui a dit ça. Petite terrasse. Oui, oui. Et ici, je faisais. Le monde, c'est Stock. mais quelque chose. Oui, elle m'a joué Babette, mais c'est pas terrible. Quoi. Non, J'ai pas jamais. suivi. J'ai pas commandé. Ok, ça marche. Il me dit avant on pouvait manger, j'ai dit oui, c'est ce que Babette il me disait.
Sofia Goudjil. Goudjil. Oui, moi aussi. Ah oui, oui, oui. Et pourquoi t'as pas voulu? Ah, d'accord. Ah. Mais oui, mais en même temps, ça les a. Enfin, voilà. Pour avoir un tel tri après dans les trucs. Oui, 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 c'est très bien. Ouais. Alors, des courts-métrages. Voilà, c'est ça. Du court-métrage. Puisqu'elle était un soir un truc de court-métrage. Donc je ne la. Supprimer la suppression Oui. des sénateurs veulent supprimer la suppression de la retraite. D'accord. Les députés veulent supprimer la loi sur la retraite. Les sénateurs veulent supprimer ce qu'ils ont supprimé. Donc, Et annuler, il faudrait dire annuler, ouais. ça serait aussi simple. Enfin, je sais pas. Mais c'est les 10%, c'est pas ça? La réforme. Ah, carrément. Et si personne fait l'effort, c'est ça le pire. Écoute, Moi, c'est ça. Ils ont promis de oui, oui, supprimer ben oui, mais bon. la suspension de la réforme de la retraite dont tu parles, c'est Noémie, discussion avec Noémie. Avec elle, c'est ça, ouais. Oui, quand tu parles de Noémie, je pense à Noémie, mon ex-collègue à ICA. ICA, tu sais, c'est l'ancien ICA. Enfin, tu vois. D'accord, d'accord. Non, je pensais que c'était plus, parce que tu sais, quand tu travailles sur l'aide financière et tout ça. D'accord, d'accord. Noémie Bourdieu au lycée. Tu sais quoi, ça? Mais tu sais, tu fais quoi? Pas de Gambé. Ah, encore hier, j'étais à la réserve, au sol, j'ai fait la réservation. Après, j'ai travaillé dans l'aéroport, j'ai travaillé sur le salon d'Exposé. Et puis, j'ai travaillé en Asie. Je suis revenue sur Amérique encore. Et puis après, c'était un grand hiver. Je me suis levée à 48 ans. Je me suis retrouvée. Je me suis retrouvée au pays. J'ai fait des études à l'université. Les 2 dernières années à l'UNIT, et encore 3 ans en organisation d'entreprise. Et suite à ça, j'avais demandé à faire un stage à l'université que j'ai intégré, j'ai fait un stage, voilà, et que j'ai intégré l'hôpital public. Alors la première phrase d'Ariane a été « c'est filmé, donc je ne peux pas dire n'importe quoi ». Donc on va voir ce qui va se passer. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 3e rendez-vous des entretiens de l'IJBA, l'Institut du journalisme de Bordeaux-Aquitaine. On a évoqué pendant les 2 premiers entretiens la question de l'affaire Betaram. Hier, c'était l'Ukraine et la ligne de front et comment être reporter sur ce terrain-là. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Ariane Chemin, journaliste et grand reporter. Et donc, l'interview va être menée par Jean-Baptiste Stoclin, étudiant à l'IJBA. Voilà, je vous laisse la parole et merci beaucoup.
Bonjour Ariane Chemin, merci beaucoup de nous accorder cet entretien. Bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes l'une des grandes signatures du journal Le Monde depuis plus de 20 ans. Enquêtrice et grand reporter, vous êtes spécialisée dans le récit politique. Autrice de nombreux ouvrages, vous attachez toujours à comprendre l'humain derrière les événements et les mécanismes de pouvoir. Dans votre dernier ouvrage, Ne réveille pas les enfants, paru en 2023, vous tentez d'éclairer le mystère autour du suicide collectif d'une famille surnommée le mystère Montreux. Le thème du festival cette année est secret et mensonge, et vous êtes membre du jury. Au vu de vos travaux, c'est loin d'être un hasard. D'où vous vient ce besoin de rechercher la vérité ? Alors, écoutez, ça c'est difficile comme question. D'abord, j'ai entendu la présentation des entretiens précédents et en entendant parler de Bétarame, je sais que je me suis dit cette année, je me suis dit, mais j'ai raté quelque chose. J'aurais adoré aller faire la rentrée des classes de Bétarame. Je pense que ça aurait été un sujet de reportage formidable et je l'ai raté. Voilà. Donc, en vous entendant, je me suis dit à chaque fois, ça me remue quelque chose en me disant, mais pourquoi je n'ai pas été ? Et voilà. Alors, comment ça m'est venu vous savez, souvent, les journalistes disent voilà, j'ai voulu être journaliste depuis que je suis toute petite ou tout petit, etc. Je ne peux pas dire que ce soit le cas. D'ailleurs, je n'ai pas fait d'école de journalisme. C'était encore l'époque où ça c'était à peu près possible. Et d'une certaine manière, je le regrette un peu parce que je trouve que c'est bien de varier un peu les profils. Mais bon, c'est plus compliqué. D'où ça m'est venu c'est-à-dire que je ne suis pas du tout spécialiste. Je suis une spécialiste de rien. C'est pour ça que je suis reporter. Et donc, je suis spécialiste de rien et tout m'intéresse. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est la recherche de l'humain, j'espère. C'est aussi l'idée de... j'ai toujours été... S'il y a un truc qui m'a fascinée dans la vie, c'est c'est maintenant vieux, on dit encore nouveau journalisme, et on dit nouveau journalisme à l'américaine, c'est-à-dire cette façon de raconter des faits vrais, mais en essayant d'écrire de manière un peu pointilliste, un peu comme un roman. C'est vrai que j'ai toujours été fascinée par ça. Vous connaissez peut-être ce livre qui s'appelle Frank Sinatra est un rhume, qui est écrit par l'un des papes du nouveau journalisme américain. Je le résume rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. On envoie un journaliste pour raconter Frank Sinatra et qui contacte son agent. Et l'agent dit écoutez, bien sûr, je vais vous organiser le rendez-vous, mais Frank Sinatra a un rhume. Donc, en attendant d'avoir le rendez-vous avec Frank Sinatra, il explore l'univers de Frank Sinatra, son environnement proche. Il va voir son carrosseur de voiture, il va voir son coiffeur. Il explore tout et puis ça dure. Et finalement, un jour, l'agent lui dit écoutez, c'est demain. Et il a rendez-vous le lendemain et puis le rendez-vous n'a jamais lieu. Et il fait le meilleur livre sur Frank Sinatra qui n'ait jamais existé parce qu'il n'a pas rencontré, mais il a exploré son univers. Donc c'est ça que j'aime bien. C'est vrai que c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué. Et voilà. Et d'ailleurs, je dis toujours, quand j'ai l'occasion de parler à des jeunes journalistes, je leur dis surtout ne renoncez pas à un portrait ou à un sujet parce que la personne ne veut pas vous rencontrer, parce que sinon c'est trop facile. Sinon on tombe dans les filets de la communication. Et moi, ça m'est arrivé. J'ai fait un portrait de Michel Houellebecq qui n'a jamais voulu me rencontrer, mais bon, je l'ai fait quand même. Voilà. Oui, totalement. Et on y reviendra d'ailleurs. Mais tout d'abord, je voulais aborder avec vous l'affaire Benalla. Donc, en 2019, vous révélez la présence d'un collaborateur de l'Élysée dans une opération de maintien de l'ordre qu'on pourrait qualifier de violente. Et vous êtes ensuite interrogé par la DGSI. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous vous attendiez ? Quels garde-fous aviez-vous mis en place lors de votre enquête et au sein de votre rédaction ? Alors maintenant, je peux en parler avec le recul, de manière un peu plus libre. D'abord, j'aime pas tellement la différence qu'on fait entre journalisme et journalisme d'investigation. Je pense que tout journalisme doit être d'investigation. Le journalisme, c'est de chercher les choses. Et cette affaire-là, elle m'arrive presque par hasard. Maintenant, je peux en parler un peu mieux. Je suis dans un restaurant à Paris et je tends l'oreille et j'entends deux personnes qui parlent d'un conseiller de l'Élysée en disant non, mais il a été viré, il a été mis à pied, il va peut-être revenir, mais non. Et je comprends qu'il y a un problème comme ça et je mets 2 mois à remonter l'histoire. En fait, c'était une manifestation du 1er mai en 2018. Il y a un policier, celui qu'on pense être un policier puisqu'il est déguisé en policier, qui frappe assez violemment un couple sur la place de la Contrescarpe.
Et voilà. Et donc, je mets 2 mois à remonter l'enquête, à la faire. Et je comprends qu'en fait, c'était un des conseillers déguisé en policier. Donc, c'était pas une enquête très difficile parce qu'au fond, à partir du moment, le jour où j'ai su que c'était Alexandre Benalla, j'ai tout fait, les conseils qu'on donne toujours à tout journaliste, tout faire dans la même journée, c'est-à-dire appeler Alexandre Benalla, puis tout de suite appeler le directeur de cabinet, parce que si vous traînez, il y a la contre-offensive médiatique et de communication qui s'organise, et d'ailleurs ça a été le cas après. Donc ça n'a pas été très compliqué parce que j'étais sûre de moi. En revanche, si je suis complètement franche, je ne m'attendais absolument pas à ça, mais pas du tout, du tout. Je me souviens d'ailleurs qu'on a une discussion avec le directeur de la rédaction le soir. Je dis bon, on va peut-être le mettre en ligne ce soir. Il m'a dit demain, qu'est-ce que tu en penses? On fait un gros appel de une. Je dis oh, tu vois. Enfin, je ne comprends pas du tout ce qui va se passer. Et c'est vrai que je me suis retrouvée prise dans ce tourbillon. Et je me souviens d'ailleurs que je devais repartir en reportage pour faire une série d'articles sur le pape François. Donc ça date déjà. Voilà, c'était d'ailleurs passionnant. Je devais partir en Amérique latine et chaque semaine, je retardais mon voyage parce que l'affaire montait en puissance. J'avais la création des commissions d'enquête, etc. Bon, j'ai beaucoup appris en faisant ça. Ça m'a intéressée. Parfois, j'étais un peu dépassée et je devais aussi calmer, y compris parce que évidemment, les politiques se sont emparés de cette affaire et ils voulaient en faire une affaire de démission d'Emmanuel Macron. C'était très compliqué. Ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment les communicants, notamment à l'Élysée, savent organiser via les réseaux sociaux. Je crois que c'est ça qui m'a le plus frappé. Une contre-offensive en racontant n'importe quoi. Donc on a eu des vidéos en disant mais non, elle s'est trompée, c'est pas là en fait, ça se passait dans telle rue adjacente et c'était pas lui. Et j'observais ça avec fascination en me disant mais j'ai compris ce que c'était que les fake news et ce que c'était que la communication de crise. Voilà. Et effectivement après j'ai été convoquée par la DGSI et bon j'en ai pas fait une montagne. À vrai dire j'ai subi cet interrogatoire presque comme si j'étais en dehors de moi-même. Comme si c'était la journaliste qui regardait, tout m'amusait. Il y avait des menottes qui pendouillaient à gauche, j'avais la lumière blanche dans la figure comme dans les films. J'avais l'impression d'être dans le bureau des légendes. Et je dis ça, je ne devrais pas en rire parce que moi j'ai la chance de travailler dans un journal qui est quand même une sorte voilà, qui est solide. Et puis j'avais quand même des années de métier, etc. Et que quand on est pigiste comme Valentine Auverti ou quand on est moins assis, c'est pas drôle du tout. Mais je peux pas dire, je vais pas non plus pleurnicher en disant ça a été épouvantable, etc. Disons que je l'ai regardé avec distance en imaginant l'article que je pourrais en faire. Et est-ce que pour autant maintenant, 6 ans plus tard, les procédures bâillons se multiplient, les convocations par la police de journalistes aussi se multiplient. Est-ce que vous avez l'impression quand même que les obstacles au travail d'enquête s'intensifient et est-ce que vous en avez rencontré par ailleurs? Moi, je vois surtout l'organisation extrêmement professionnelle ce que je vous disais, d'une communication de crise, de communication autour de. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de rencontrer des politiques que ça ne l'était. Quand j'ai commencé. Alors moi, je fais beaucoup moins de journalisme politique, je fais du reportage, donc je fais beaucoup de faits divers, de l'international, etc. Mais je vois bien que c'est plus compliqué. D'abord, c'est tout bête, mais vous suivez les journalistes qui suivent un homme politique. Aujourd'hui, avec les chaînes Tout Info, on est quand même le seul pays où on a 4 chaînes Tout Info. Ça n'existe pas. Et c'est d'ailleurs un des grands problèmes de la démocratie française, je trouve, parce qu'il y a une sorte de course à l'échalote entre elles. Dans aucun autre pays européen, vous avez 4 chaînes Tout Info. Bon, donc du coup, forcément, vous êtes à distance des politiques, on est noyé au milieu d'une troupe de 150 journalistes, c'est très compliqué. Donc je pense qu'il faut imaginer d'autres dispositifs. En tout cas, c'est vrai que ça ne va pas me rajeunir, mais je me souviens que quand je suivais la campagne de Lionel Jospin, un jour, on a voulu mettre, son service de communication avait voulu installer une corde pour pas qu'on approche trop près du présidentiable, et on était scandalisés, mais aujourd'hui, ça me paraît dérisoire, quoi. Aujourd'hui, il y a une forêt de micros et de caméras qui vous empêche absolument tout aparté, c'est très compliqué. Et tout à l'heure, justement, vous parliez aussi donc des portraits de politiques que vous avez pu faire, mais aussi de personnalités publiques. Je pense aussi donc à Dominique Strauss-Kahn, à Milan Kundera et donc à Michel Houellebecq. Ce sont des personnalités qui semblent insaisissables et qui certainement cherchent à l'être. Justement, comment on enquête sur ce type de personnalité publique? Est-ce que le fait d'être journaliste au Monde et de s'appeler Ariane Chemin, ça vous ouvre ou ça vous ferme des portes dans ce travail-là?
Alors, je me souviens pour le portrait de Michel Houellebecq, c'était une idée du directeur de la rédaction. Un jour à la cafétéria, il me dit: tu ferais pas Michel Houellebecq? Je dis: quelle bonne idée, parce qu'on était juste après les attentats, donc c'était il y a 10 ans, c'est facile de les dater. Et c'était, vous savez, l'époque où Michel Houellebecq avait écrit Soumission, tout le monde disait que c'était une sorte de prophète, il avait dû se cacher après les attentats de Charlie Hebdo. Et surtout, c'était devenu l'écrivain national, puisque c'est aussi une spécialité française, un écrivain national. Et voilà. Et donc j'ai pensé que c'est toujours l'idée de raconter les différentes vies de quelqu'un. Bon. Et là, comme pour tout travail d'enquête, on avance toujours un peu par cercle concentrique. On appelle les personnalités les plus éloignées du sujet. Et puis après, au bout d'un moment, on dit voilà, vous appelez, vous écrivez. Moi, en l'occurrence, j'avais écrit un mail que pourtant j'avais bien travaillé. Je me souviens, j'avais soigné chaque phrase en me disant j'écris quand même à un grand écrivain. Et quand il a su effectivement que je pense pas que ce soit moi, c'est le fait que ce soit une journaliste qui soit pas du service littéraire, il n'était en fait raconté que par les journalistes, les critiques. Et tout d'un coup, c'était quelqu'un, voilà. Donc, je pense qu'au fond de lui, il a eu très peur que je parle de son fils, sa femme, voilà, l'exil fiscal, etc. Ce qui n'était pas forcément ce qui m'intéressait. Et donc, ça m'a intéressé sur ce qu'était le milieu parisien, parce que j'avais pris une série de rendez-vous qui se sont, à partir du moment, et un soir, Michel Houellebecq a envoyé un mail à tous ses amis en disant, voilà, je vous interdis de parler à cette journaliste. Et tout le monde a décommandé les rendez-vous, sauf un ou deux, dont Emmanuel Carrère. Je lui ai en sais gré. Je lui avoue une reconnaissance éternelle. Et j'ai vu ce que c'était que les petites lâchetés parisiennes, ce que c'était le milieu parisien surtout. Parce que voilà. Et donc je pense que Michel Houellebecq s'est dit, elle va arrêter. Et je n'ai pas arrêté. Et bon, après, je l'ai payé très cher parce que il a eu tort d'ailleurs, mais j'ai aussi fait cette enquête parce que je trouvais que c'était un écrivain très intéressant. Donc, il racontait l'époque à sa manière, mais je voulais aussi raconter un passé très extrême, des accointances très extrêmes. Je me souviens qu'à l'époque, mais tout le monde m'est tombé dessus, en tout cas tous mes confrères. Mais aujourd'hui, vous remarquerez que l'image qu'on a de Michel Houellebecq a largement changé. Hein. Mais le dire à l'époque, c'était pas possible, quoi. Et donc, bon, mais ça m'a pas mal remué parce qu'il m'a attaqué très violemment dans l'émission de Léa Salamé du samedi soir. Là, On n'est pas couché. On n'est pas couché. Je sais que je l'ai très mal vécu. Je me souviens, je suis partie, j'ai éteint mon téléphone sur bon, après, sur les conseils du directeur de la rédaction qui m'a dit tu arrêtes les réseaux sociaux. Mais j'étais très il ne faut pas qu'il le sache, mais ça m'a beaucoup perturbée pendant 5 jours. J'ai fait une petite déprime, je crois. Et après, voilà, il a tenté un procès qu'il a perdu. Il a perdu en appel. Et voilà. Et j'ai aucun regret d'avoir écrit cette série d'articles. Pour Kundera, c'était très différent. Je l'ai croisé par hasard dans une rue de Paris avant qu'il ne meure, puisqu'il est mort il y a quelques années. Et dans mon imaginaire, j'avais adoré lire Kundera quand j'avais 20 ans. C'est vraiment un écrivain pour lequel j'avais eu une sorte de passion. Et de le croiser dans la rue au bras de sa femme, alors que j'avais l'impression qu'il avait dit qu'il était mort puisqu'il ne parlait plus. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais quelle histoire de folle. Il a grandi, il a traversé 2 guerres, il a traversé tout le siècle, le XXe siècle, il a traversé les malheurs de l'Europe. J'ai envie de raconter sa vie en la mêlant effectivement à l'histoire d'un siècle. Et donc voilà. Donc là, c'était plus compliqué parce que de fait, il avait dit je ne rencontre plus jamais de journalistes, etc. C'est un peu moins vrai que je ne le pensais parce qu'il rencontrait quand même quelques critiques, mais c'est toujours la même chose. Les écrivains, ils n'ont pas envie. En France, le journalisme pense qu'il ne faut pas raconter la vie des écrivains. C'est très différent en Italie ou en Angleterre, où on pense que c'est un personnage public et qu'il faut raconter leur vie. En France, c'est très mal vu. Et donc, voilà. Mais sa femme a été, comme elle était une ancienne journaliste, ancienne speakerine à la télévision tchèque, d'une certaine manière, elle m'a à la fois un peu embobinée avec le recul et elle m'a aussi beaucoup aidée. Donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a intéressée. Vous avez également coécrit avec votre consoeur de toujours, Raphaël Baquet, un livre sur Ségolène Royal, qui était candidate aux élections présidentielles. C'est vieux. C'est vieux, c'est vieux. Et justement, dans votre enquête, vous revenez également aussi sur sa vie personnelle et sa vie familiale, qui est en partie publique, mais aussi en partie privée. Et elle a pu aussi vous reprocher justement d'être rentrée un petit peu dans sa vie privée. Selon vous, lorsqu'il s'agit d'une personnalité publique, est-ce qu'il y a une part d'intime qui doit rester hors champ ? Et où est-ce que vous placez la limite, justement ? Écoutez, on ne s'était pas posé la question avec Raphaël avant cet épisode-là. On avait décidé toutes les deux d'écrire un livre sur Ségolène Royal et on trouvait qu'il y avait quelque chose qui clochait dans sa campagne et on ne comprenait pas bien quoi.
Et en fait, c'était pas l'idée donc on a découvert que non seulement, bon, ça n'aurait pas eu d'intérêt en soi, elle était séparée de François Hollande, mais surtout qu'en fait, sa candidature était le résultat et le fruit d'un deal qu'ils avaient passé. Elle disait, tu m'as trompé, à l'époque c'était avec Valérie Trierweiler, tu m'as trompé, donc c'est moi qui me présente. Et on s'est dit quand même, quelle sacrée histoire dans une présidentielle, de ne pas raconter ça. Mais ça aussi, on a porté toutes les deux pendant 10 ans, on avait ici... alors qu'en fait, cette histoire, elle doit prendre 3 places. Quand on le lit aujourd'hui, c'est de la Bibliothèque Rose. Franchement, ça doit prendre 3 pages dans ce livre, mais c'est quand même fondateur. Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Et voilà. Et après, c'est elle-même. Après, nous avons aussi attaqué en justice, et elle-même qui, 3 mois après la présidentielle, a dit a donné un interview pour dire je suis séparée de François Hollande, voilà, etc. Mais c'était compliqué comme histoire, mais en même temps c'était le nœud de cette campagne. Pourquoi on rencontrait des gens qui nous disaient mais on comprend pas, on donne des notes au premier secrétaire et Ségolène Royal nous dit qu'elle les a jamais reçues, donc on trouvait ça bizarre. Et c'est vrai que ça clochait, que en fait c'est une histoire totalement romanesque. Qui pourrait imaginer qu'une présidentielle s'est jouée sur une séparation? Voilà, c'était le contrat qu'ils avaient passé. Et justement, maintenant, peut-être qu'on pourrait parler d'un autre type d'enquête que vous menez. Vous avez également coécrit En communauté, donc sur la ville de Trappes, en banlieue parisienne, où vous adoptez une démarche presque sociologique pour essayer de comprendre justement le fonctionnement de cette ville. En quoi vos méthodes de travail ont pu différer de celles de vos méthodes pour les enquêtes politiques? Alors je me souviens, ça c'est une très bonne idée qu'avait eu Raphaël, parce que la présidentielle approchait et on s'était dit, c'est vrai qu'on avait fait plusieurs livres, on avait fait l'enquête sur Ségolène Royal, ensuite moi j'avais enquêté sur l'âme damnée de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, qui était en fait resté dans l'ombre, parce que c'est, vous savez, le meilleur moyen pour ne jamais apparaître dans la presse, c'est de donner des informations aux journalistes. Donc comme il n'arrêtait pas d'abreuver les journalistes d'information, personne n'écrivait sur lui. C'est un très bon stratagème. Si jamais un jour vous faites de la politique, je vous le conseille. Et donc ce Patrick Buisson, qui en fait a eu une importance fondamentale, je pense, c'était l'homme qui a dit à Nicolas Sarkozy, il faut revenir à l'identitaire. Quand on voit les récentes décisions prises sur l'Algérie, il les avait déjà recommandées à Nicolas Sarkozy, qui au dernier moment avait reculé. Enfin, on voit que ça vient vraiment de là. Il avait dit il faut se servir de la religion catholique comme on le faisait dans les années 30, comme une sorte d'arme idéologique. Donc c'est lui qui a mis tout ça en place, et d'une certaine manière, tous ces gens qu'on voit aujourd'hui, ces jeunes journalistes qu'on voit sur CNews, etc., sont pour moi des bébés Buisson. D'ailleurs, il les connaissait très bien. Donc après ces présidentielles, c'est vrai qu'avec Raphaël, on s'est dit, mais au fond, sur quoi les gens se divisent aujourd'hui? Sur la laïcité. On voit comment la gauche se déchire sur la laïcité. 2 personnes de gauche dans une même pièce, souvent s'engueulent, alors qu'ils étaient d'accord sur tout avant 2010 ou 2015. C'est intéressant. Et on s'est dit, en fait, on a constaté qu'on ne connaissait pas bien nous-mêmes l'histoire de l'immigration française, parce qu'elle n'est jamais enseignée. Bon. Et on s'est dit, et si on s'installait dans une ville, et on avait choisi la ville de Trappes parce qu'il y avait des figures extraordinaires, à la fois Jamel Debbouze, Omar Sy, etc., parce que c'était, comme Molenbeek en Belgique, le lieu d'où était parti le plus grand nombre de djihadistes. Aujourd'hui, ça nous paraît lointain, mais c'était l'époque où on partait en grappe comme ça, et on s'est rendu compte d'ailleurs que la géographie de Trappes s'y prêtait, parce qu'il y avait des groupes d'immeubles, et parfois les jeunes gens partaient en groupe, ceux qui avaient joué dans la même cour d'immeubles partaient ensemble faire le djihad. Donc, voilà. Donc on s'est installé là on y allait pendant 6 mois, on n'a pas arrêté d'y aller au moins 3-4 fois par semaine. C'est assez proche de Paris. Et je dois dire que moi, ça m'a beaucoup apporté d'aller voir les 3 générations d'immigration, de discuter, de constater cette nostalgie que beaucoup peuvent avoir, parce que c'était une vie, à la fois c'était un déchirement du pays d'origine, mais aussi une vie au départ joyeuse. Et puis comme tout ça s'était paupérisé. Et voilà, c'était une façon de parler, de faire un livre avant la présidentielle qui ne soit pas strictement politique. Ok. Ben, merci beaucoup. Peut-être qu'on peut passer maintenant aux questions du public.
Alors juste pour vous dire, là, parce que vous m'avez beaucoup parlé du passé, mais Ah depuis oui, 3 pardon. ans, Oui, 3 ans, j'ai c'est vrai, j'ai parlons arrêté du tout présent, ça et je parlons du passe ma vie présent. en Ukraine quand même. Oui, Donc, c'est vrai qu'on n'a c'est pour pas- ça que je veux, quand vous me parlez de Ségolène Royal, ça me paraît très très loin. Mais peut-être On que n'a pas eu le temps de après tout j'arrête aborder, Non, mais peut-être que en fait, vraiment c'est en ça que ce métier est formidable, c'est qu'on peut changer de sujet d'études et avoir l'impression de changer presque de métier. Et peut-être qu'au fond, j'étais arrivée à un petit essoufflement. Or, il faut jamais se décourager. Enfin, à partir du moment où vous dites j'aime plus la politique, je n'aime plus les politiques, il faut arrêter de faire du journalisme politique parce que ça n'a pas de sens. Moi, je dirais jamais ça. J'ai du respect pour la politique, j'ai pas du tout envie de tomber dans un poujadisme facile, etc. Et peut-être que du coup, ça m'a amené à m'intéresser à d'autres choses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu, j'allais dire 2 obsessions, mais qui sont de l'époque, parce que j'appartiens à cette génération à qui on avait dit il n'y aura plus de guerre, c'est la fin de l'histoire. C'était le fameux livre de Fukuyama. Je me souviens d'avoir vu Apostrophe chez Pivot, où tous les journalistes autour de moi qui faisaient de la politique étaient tous démocrates et centristes. Voilà. Et aujourd'hui, je vois la moitié de mes camarades qui sont sur CNews. Je vois cette guerre qui a éclaté en 2022 et j'avais l'impression de lire ce que j'avais appris dans mes livres d'histoire. Et j'ai eu une sorte de sursaut et je me suis dit, mais c'est de ça dont je veux m'occuper. Donc c'est vrai que j'ai deux sujets obsessionnels qui sont... je suis fascinée par la croissance de CNews et ce qui est en train d'innerver tout le paysage médiatique français. Et je passe beaucoup de temps en Ukraine aussi. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, Merci beaucoup. À propos de politique de la ville, est-ce que vous connaissez les raisons qui ont fait que Macron a envoyé bouler monsieur... j'ai oublié son nom. Qui avait Monsieur fait Borloo ? Ouais. Qui avait fait un Non, gros je serais travail incapable de vous en là-dessus. parler. Je suis pas trop. J'ai quelques idées, mais je suis pas du tout au fait de la question. Et alors vraiment, comme je viens de critiquer les chaînes Tout Info, je suis pas toutologue et je n'aime pas parler des sujets que je ne connais pas. Et j'en connais pas tant que ça. Donc je préfère m'abstenir. Merci. Vous travaillez seul ou quelquefois avec votre consoeur. Qu'est-ce qui fait que vous allez choisir un sujet qui vous intéresse toutes les deux, ou est-ce que vous avez besoin d'alterner pour être toute seule et pas être en confrontation? Qu'est-ce que ça vous apporte aussi? Alors, je pense que les enquêtes, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les enquêteurs, ils travaillent souvent à deux. Je pense à mes confrères du Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, etc. Parce que l'enquête, c'est difficile. Il faut relire 10 fois la phrase, être sûr de ne pas se tromper. C'est pas un reportage, c'est beaucoup plus personnel, je dirais. Et donc, souvent, l'enquête, on est plus fort à deux, y compris après quand on a des ennuis, d'ailleurs. Et donc, les enquêtes, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler en tandem, comme ça. Et le reportage, alors pour le coup, c'est quelque chose de beaucoup plus personnel, puisque c'est ce que quand je pars en Ukraine et que je fais des reportages, c'est ce qui me touche, c'est ce que je vois, et puis souvent c'est des choses qui s'écrivent beaucoup plus vite, et puis vous êtes loin de Paris, je dirais que c'est plus ce réflexe-là. Bonsoir. Bonjour, pardon. Comme vous avez fait référence à CNews, c'est une question délicate, mais qu'est-ce que vous pensez de ce conflit, entre guillemets, qui naît entre une presse qui semble aux mains de la finance internationale, au moins française, Ouais, j'aime pas trop l'expression, mais bon, et une presse qui est, allez, je caricature, est très attachée au service public. Et dans ce conflit, dans ce débat qui me paraît, moi, fondamental à l'époque actuelle pour l'avenir de notre pays et peut-être de l'Europe et du monde. Que pensez-vous, c'est gênant, de la position non neutre de notre ministre actuel de la Culture? Alors, je pense qu'effectivement, il y a une guerre qui s'est engagée entre CNews et le service public. Mais vous savez que le service public, la suppression du service public, ça fait partie des points numéro 1 ou 2 du programme du Rassemblement national. S'il y a une menace, je pense que si le Rassemblement national arrive au pouvoir en 2027, les deux priorités seront l'éducation nationale et la suppression du service public. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de jeunes générations de gens qui commencent
par exemple dans le documentaire, etc. Ils pensent déjà aux plateformes parce qu'ils se disent mais on n'arrivera même plus à vendre nos documentaires au service public. Donc là, c'est engagé une guerre. Une guerre, ça fait 2 ans à mon avis qu'elle est engagée. Elle explose toutes les week-ends à la une du JD News, du JDD, etc. Avec une sorte de chasse à l'homme d'ailleurs, hein, souvent des attaques à dominem très violentes, etc. Moi, je pense que CNews, il faut l'attaquer sur le journalisme qu'elle pratique. CNews fait de la désinformation. C'est de la déjournalisation. Voilà. C'est d'abord un petit budget, pas de reportage. Pour commenter, par exemple, le week-end dernier, je vois que pour commenter l'actualité en Ukraine, on avait l'ancienne directrice de Russia Today, Ksenia Fedorova, qui était sur le plateau. Enfin, tout ça, c'est une porosité avec la désinformation russe, par exemple. Enfin, je pense que c'est d'abord là-dessus qu'il faut, cette façon d'imposer l'agenda, de créer des faits divers là où il n'y en a pas. Et donc, je préfère me battre là-dessus, parce que sinon, on va dire, c'est un combat idéologique, etc. Mais c'est vrai que je suis très inquiète de la force que prend cette chaîne, parce qu'au fond, comme elle fait de l'audience, elle entraîne un peu tout le monde, hein, au bout d'un moment. Et tout le monde se dit, tiens, ça marche sur CNews, et donc il y a une tentation aussi. Voilà. Mais c'est vrai que CNews est une chaîne sans reportage, avec uniquement des débats, des gens qui ne sont pas journalistes, que beaucoup sont multicondamnés et sont sur un plateau. Enfin, voilà. Mais ce qui m'inquiète, c'est que même si le modèle n'est pas celui de Fox News, c'est exactement ce qui s'est passé pour Fox News aux États-Unis avant la victoire de Trump. C'est-à-dire qu'au début, on avait une chaîne qui rivalisait avec d'autres chaînes d'information, puis elle a commencé à dépasser les chaînes hertziennes, et voilà. Et c'est exactement la trajectoire qui est en train de prendre. Non, mais j'y pense pas toute la journée non plus, mais c'est vrai que je trouve que c'est un bon sujet d'enquête. Merci. J'ai pas répondu pour Rachida Dati. Oui. Que vous dire Que vous dire Bon, je connais l'histoire de la présomption d'innocence, mais renommer 3 fois de suite quelqu'un qui est en prise avec la justice, il y a un énorme problème. La vraie question, c'est pourquoi Emmanuel Macron ne peut pas s'en priver. Eh bien, peut-être qu'on apprendra ça plus tard. En attendant, on va devoir évacuer la salle. Merci beaucoup, Ariane Schumacher.